On va voir d'ailleurs, c'est super important de voir la question de la longue traîne, parce que ça va, vous allez tout saisir le reste, puis on pourra faire le petit exemple pratique, puis je pense que ça devrait donner un bon coup de main pour y voir clair, au moins poser des bases. C'est un mec qui s'appelle Chris Anderson, qui est rédacteur en chef du magazine Wired, qui a évoqué la théorie de la longue traîne en 2004, mais c'est une vieille théorie économique qui date du 19e siècle. Il parle de 3 forces au service de la longue traîne. La longue traîne, c'est notre bidule ici. C'est auparavant, quand on était limité par l'espace disponible dans un magasin, dans une galerie ou dans une librairie, on pouvait juste offrir un certain nombre de produits, puis on offrait juste ceux qui vendaient le plus. C'était la tête, ici, la portion foncée. Désormais, avec la possibilité d'offrir des œuvres par le biais de serveurs en ligne, on développe la longue traîne. La question à savoir, c'est est-ce que l'économie de la longue traîne est plus lourde et plus importante que celle de la tête, auquel cas il y aura un déplacement de l'économie de la tête vers la longue traîne. Puis les artistes ont intérêt à travailler la longue traîne, parce que tous autant que vous n'êtes pas des blockbusters, vous ne le serez jamais, sauf rares exceptions. Donc, vous avez intérêt à développer vos marchés de niche, vos créneaux, développer vraiment l'auditoire qui s'intéresse à ce que vous faites. Puis, l'enjeu est tout là présentement. C'est jusqu'à quel point je suis capable de fidéliser mon auditoire pour qu'un bon matin, il décide de mettre 5$ sur ce que je fais. Parce qu'au moment où on se parle, la création est tellement accessible de façon gratuite par toutes sortes de biais ou apparemment gratuite, l'offre culturelle est tellement éclatée qu'à terme, les gens n'ont plus besoin de payer pour leur accès à la culture. Puis c'est tant mieux, mais ça ne vous fera pas manger ben. Donc, il faut que vous parveniez à fidéliser sur 1000 personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, combien d'entre eux sont prêts éventuellement à poser le geste d'acheter l'œuvre ou de contribuer à la souscription pour un prochain projet. C'est là que se crée la dynamique. C'est là que toutes les stratégies de marketing qu'on voudra finissent par devoir déboucher. C'est sur votre capacité à fidéliser un auditoire par une production qui est constante au niveau de sa qualité, par des communications qui sont régulières, ni trop abondantes, ni trop peu abondantes. Si vous tombez ses nerfs à tout le monde parce que vous faites un vernissage tous les 2 jours, ça ne marchera pas. Ils vont se tanner, ils vont vous bloquer. Donc, c'est de trouver l'équilibre pour se fidéliser à un auditoire qui vous aime vraiment, puis pour les bonnes raisons, pas parce que vous les avez enfiroapés avec vos tatous ou que sais-je, mais qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Puis à terme, ils sont prêts à débourser pour vous. Puis non seulement ils vont être prêts à débourser pour vous, mais ils vont devenir aussi des multiplicateurs. Ils vont finir par dire « Hey, c'est vraiment hot ce qu'elle fait, tu connais-tu? » Non, c'est quoi ça? Ben, gars, il faut que tu y ailles. Donc, tout est là, quoi. Donc, c'est en ce sens-là qu'on ne réinvente pas la roue. Mais ce que Chris Anderson dit, c'est que le web nous permet de toucher nos cibles, d'aller chercher vraiment les gens qui s'intéressent à nous. Parce que ce qu'il dit, c'est que le web a démocratisé la production. Les outils de production sont plus facilement notre propriété qu'auparavant, ils sont moins coûteux. Puis, la toile elle-même permet la distribution des œuvres. Donc, on n'a plus besoin de passer par des canaux de distribution qui nous étaient fermés. On a accès à des canaux de distribution plus démocratiques. Mais, malgré ça, il dit le potentiel de la longue traîne ne s'exprime vraiment qu'avec la 3e force qui aide les gens à trouver ce qu'ils veulent au sein de cette surabondance nouvelle. C'est que dans notre bordel d'Andrew King, du culte de l'amateur, et ainsi de suite, comment on fait par trouver ce qui nous intéresse comme public, comme artiste, mais comme public. Et c'est là qu'entre en jeu toute la question des outils web, mais surtout, en fait, de la taxinomie, des tags et des mots-clés. Quand je vous disais tantôt d'entrée de jeu que Delicious, c'était important parce que ça vous permettait d'organiser vos favoris de façon à pouvoir les retrouver, les récupérer, puis vous structurer une action méthodique à l'égard de toutes ces plateformes-là, c'est que justement, il vous permettait de taguer les sites par groupe de sites, par famille de sites, de façon à vous y retrouver, dire « Allemagne, OK, je vais aller à Berlin, là. Qu'est-ce que j'ai vu de trippant à Berlin? » Tu sais, ça fait 3 ans que je sais que je veux y aller à Berlin. Puis pendant 3 ans, à chaque fois que je tombe sur un site intéressant à Berlin, je le mets dans mes favoris, puis je le tag Berlin. Puis le jour où vous êtes prêt à acheter votre ticket d'avion, vous faites « Delicious Berlin », tu sais, puis ça sort.
Donc, c'est pareil pour le public qui se passionne pour un type de pratique artistique ou un autre, c'est que si vous faites l'effort d'associer vos contenus à des mots-clés, puis de bien réfléchir à associer votre production à une taxinomie qui est conséquente avec votre production, puis qu'à chaque fois que vous avez l'opportunité, dans un article que vous allez publier sur votre blog personnel, dans un profil que vous allez ouvrir sur Facebook ou MySpace, si à chaque fois vous êtes conséquent, puis qu'en fonction du lieu où vous êtes, puis de l'objectif que vous voulez atteindre, vous utilisez les bons tags, éventuellement, quelqu'un qui se pointe sur Etsy, puis qui tape « Art Dolls », puis qui cherche des poupées complètement flyées, il va vous trouver. Mais si vous ne taguez pas votre produit, si vous mettez sculpture, il risque de ne pas vous trouver. Il va vous trouver, mais ce n'est pas encore assez discriminatoire. Puis là, on veut être discriminatoire, mais on veut être inclusif aussi en même temps. Donc, c'est toute une magie puis une mécanique puis qui nous apprend beaucoup comme artistes à réfléchir à notre production, à notre position, aux éléments signifiants de notre production, puis c'est quoi qu'on veut dire, puis quand on essaie de vendre ça, bien, dans quel contexte? Donc, associez les contenus de vos blogs à des balises sémantiques, taxonomie, tags, mots-clés, genre artistique, artistes similaires, influence, mood, concept, lieu géographique, langue, service, etc. Si vous voulez vous adresser à des professionnels, vous n'utilisez pas la même taxonomie que si vous vous adressez au grand public. Si vous aviez à taguer ce que vous faites, votre pratique, aujourd'hui, de façon générale, vous aviez à constituer une liste de tags, je vous demande de le faire pendant 10 minutes. Après ça, je vais vous demander par discipline de vous regrouper puis de confronter de mettre en commun les tags que vous aurez produits. Puis après ça, on va voir si vous vous êtes trompé ou pas, bien que ce soit très relatif. La nécessité de les regrouper un peu par famille de tags. C'est important parce que l'idée, c'est de vous dresser des listes de tags par famille de tags, puis de les avoir sous la main. Puis lorsqu'on vous les demande, vous n'avez pas à les chercher, vous savez où ils sont, puis vous pouvez y réaccéder, puis vous avez une cohérence dans les tags que vous utilisez. Tu sais, je veux dire, si c'est peinture figurative, bien, ça sera toujours peinture figurative, disons, mettons, supposons. Tu sais, il y a une cohérence dans l'utilisation de vos tags. Comment vous écririez métier d'art? Dans les tags, vous l'écririez comment? Métier, tu sais, un tag, c'est un mot, c'est une balise sémantique, c'est un mot-clé. Donc, c'est-tu métier art, métier d'art, métier d'art? Tu sais, en fait, c'est juste pour vous amener sur le fait que lorsqu'on utilise un tag comme métier d'art, un tag qui est composé de plus qu'un mot, il va falloir s'assurer que le site sur lequel on l'utilise ou l'environnement dans lequel on l'utilise, qu'on l'utilise de la bonne façon. Donc, parfois, on va devoir mettre un tag constitué de plus d'un mot qu'un mot entre guillemets. Parfois, il va falloir lier les mots par une barre de soulignement ou des fois, il va falloir faire des retours de chariot ou mettre des virgules entre chacun de nos tags pour nous permettre d'avoir justement des balises sémantiques qui vont au-delà d'un seul mot comme peinture, sculpture, télé ou ainsi de suite. Ça peut y perdre du sens, mais y gagner des hits de les séparer ou de les laisser ensemble. Donc, il y a une réflexion à faire derrière. Je les sépare ou je les sépare pas? Est-ce que je les dis deux fois, trois fois, tu sais, je double. Juste la question aussi anglais, français, espagnol, italien. Est-ce que je le mets dans plusieurs langues ou dans une seule? Ça va dépendre aussi de l'environnement, mais c'est des questions à se poser.